Ok, le temps que je dois se mettre en route. No time. Ok. Donc, nous allons passer à la leçon numéro 4, qui est intitulée La gestion durable des forêts, panorama des dispositifs promus. C'est-à-dire, pour gérer durablement ces forêts-là, quels sont les outils et dispositions mis en œuvre pour cette gestion-là? Donc, on aura grossièrement 3. Le premier, c'est les dispositifs visant à améliorer l'exploitation forestière. Parce qu'en essence, il dit que ces forêts, on va les exploiter. Il ne faut pas être à côté de la forêt tout boulot de faire. En fait, c'est l'équation de l'Afrique. Un autre dispositif visant à améliorer le stockage de carbone. Et ça rappelle le fait que la forêt a été placée progressivement au centre de cette lutte contre les changements climatiques, avec la réponse qu'on a appelée tout à l'heure. Et puis, dispositif visant à accroître la participation des populations. C'est-à-dire que tout cela ne peut pas être fait sans la participation des populations. Donc, c'est les 3 éléments sur lesquels on va revenir rapidement. Donc, c'est le fait que, tu vois, les superficies forestières en Amazonie, bassin du Congo, Asie du Sud-Est, ces forêts ont besoin d'être gérées durablement. Par contre, la demande du bois sur le marché existe. C'est pour dire qu'on va pouvoir exploiter, mais durablement cette forêt. En fait, c'est l'équation. Exploiter, mais durablement cette forêt. Donc, on parle d'aménagement forestier. Donc, les dispositifs visant à améliorer l'exploitation. On évoque d'abord l'aménagement forestier. Donc, on rappelle simplement que cet aménagement, le cœur de cet aménagement, c'est quoi? C'est la planification de l'exploitation moyen-long terme, une trentaine d'années, des activités sylvicoles, la prise en compte des enjeux sociaux, environnementaux, inventaire forestier et tourisme. Voilà ce que cache le mot planification, ou du moins aménagement forestier durable. On doit pouvoir faire une planification. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait à moyen terme, qu'est-ce qu'on fait à long terme. Donc, on donne la durée du long terme de 30 ans. Parce qu'une planification, quand elle est trop longue, on finit par perdre de vue les nouvelles réalités qui seront là-bas. Donc, il faudrait pouvoir mettre ça constamment en jour. Aussi prendre en compte les enjeux socio-environnementaux. Parce qu'initialement, on prenait en compte les enjeux économiques, uniquement économiques, parce que c'est l'argent, alors qui parle de planification. Donc, le principe de cet aménagement-là, du moins, gestion participative, approche impliquant paysans, communautés locales, la prise en compte mutuelle des impératifs sylvicoles industriels, et puis la révision chaque 5 ans pour voir s'il y a de nouveaux éléments. Juste après cette première approche qui est l'aménagement forestier durable, on a encore une autre approche qui est l'exploitation à faible impact. Parce qu'au-delà de l'aménagement là-bas, on s'est rendu compte que ça présentait une limite qui est le fait qu'on ne se souciait pas trop de l'impact. Donc, comment exploiter avec un faible impact? Mais il y a quand même des différences quand on parle de faible impact. Et si ça se limite seulement à avoir l'impact et puis ne pas avoir le côté durable de la chose. Donc, on appelle juste une petite opposition entre les deux. L'exploitation à faible impact se détache ou bien s'attache plutôt à réduire simplement l'impact physique sur l'exploitation sans se focaliser sur l'approche en bois à long terme. Alors, l'autre, on a parlé d'aménagement, où on a parlé de moyen et long terme, quand on prend la décision de façon classique. Mais on pourrait aussi dire que c'est une différence d'école, parce qu'on va parler de l'exploitation à faible impact pour les pays anglophones, et puis pour les anglo-saxons, pardon, pour les pays francophones, c'est plutôt l'aménagement. Donc, c'est le master management et puis l'autre en gestion. Voilà, donc on parlera de la. Bon, ça revient au même, mais quand on parle de anglo-saxon et puis de l'autre côté, les pays d'Afrique francophone, c'est la même chose qu'on parle de Asie, Amazonie et puis Afrique. Voilà. Donc on dit que l'aménagement répond généralement à une obligation réglementaire, alors que les filles, c'est plutôt du volontariat. Quand on parle d'aménagement, c'est alors que l'exploitation fait impact, mais il n'y a pas une loi qui dit pour les faire impact, voilà. Donc c'est beaucoup plus volontaire et cela fait appel à un personnel plus qualifié. On veut dire que l'aménagement est plus contraignant que les filles. Toujours est-il que l'un dans l'autre, on dit la finalité de la première. Les filles a pour but de limiter les impacts environnementaux et activités d'exploitation. L'aménagement intègre cette finalité. C'est un peu comme si les filles se trouvaient à l'intérieur de l'aménagement. C'est juste une analyse. Hein?
Il y a aussi l'intensification sylvicole. Ici, c'est plutôt améliorer la durabilité, la reconstitution. On veut pouvoir avoir d'importantes quantités et pendant un long temps. On a parlé de l'intensification. Parce que là, l'intensification ne fait pas forcément appel à la durabilité. On veut avoir en quantité industrielle au moment opportun. L'augmentation de la durée de rotation et aussi de culture intensification, en lien notamment les éclaircies. Et là, quand on parle de sylviculture, c'est comme, tu sais ce qu'on appelle l'éclaircie? Les éclaircies, c'est que généralement, quand on fait le reboisement, on plante densément. Ce qui fait que ce qui sera privilégié dans un premier temps, c'est la croissance en hauteur des arbres. Et quand on atteint un certain timing, on vient maintenant voir et on fait un éclairci, c'est-à-dire on coupe les plus chétifs. Parce qu'une fois que la croissance en hauteur est celle qu'on veut, on va maintenant venir couper les plus chétifs pour favoriser la croissance radiale. Donc l'éclairci, c'est faire les premiers prélèvements pour donner beaucoup plus d'espace. On lance d'abord le vertical et puis après on fait l'éclairci pour favoriser maintenant la croissance radiale. Autre chose pour améliorer la gestion, on dit les principes, critères et indicateurs de gestion. Là, c'est beaucoup plus les contrats signés en boulot social et ces procédures de certification. Ça route beaucoup plus vers la certification, c'est-à-dire vers la société civile, vers ceux qui sont beaucoup plus écologiques pour dire que ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça peut entraîner à boycotter simplement une ressource simplement parce que ça ne respecte pas un certain nombre de réglementations. Contrat insuffisant au niveau environnemental, voilà. C'est faire déjà le constat au niveau environnemental et puis sociétal. C'est-à-dire que ça pose problème. Plus on a dit qu'on ça devrait demander la participation de la société et de la population locale. Développement, processus de certification. Là, ça pose. Si ton produit n'est pas certifié, la vente devient compliquée. La troisième plus, c'est également parler également de certification. Et tout ça, c'était fait pour encadrer l'aménagement. Le deuxième, c'est le stockage de carbone. Et là, ça revient rapidement à ce qu'on appelait la lutte contre les changements climatiques. On parle de marché de conformité et marché de non-conformité. Hein? La prise de conscience. Et c'est dans cette prise de conscience que la Convention cadre des Nations Unies a vu naître finalement la règle qui était l'outil le plus important. Et ce qu'on appelle le marché de conformité, c'est tous les efforts qui sont faits par les pays, par exemple, où les quantités de carbone séquestrées rentrent dans cet accord de Kyoto. Par contre, il y a d'autres marchés de carbone qui existent, mais qui ne sont pas forcément comptabilisés ici. C'est ce qu'on appelle marché de non-conformité, ou bien hors protocole, qui n'est pas encadré forcément par le protocole de Kyoto, mais qui permet également de séquestrer du carbone. C'est ce qu'on appelle les marchés de carbone. Hein? Une fois, un président avait posé la question, qu'est-ce qu'on appelle crédit carbone? On l'a dit, crédit carbone, c'est-à-dire, on te donne de l'argent, mais tu payes avec le carbone que tu as stocké dans tes forêts. Initialement, ce que ces pays développés faisaient, c'est quoi? Ils donnent de l'argent pour qu'on conserve les forêts. Ils se sont rendus compte que, même quand tu donnes de l'argent, la forêt n'est pas conservée. Maintenant, ils disent non, on fait le contraire. Tu nous livres le produit et puis on paye après. Avant, ils payaient avant. Ils payent pour espérer avoir le produit. Maintenant, ils attendent le produit. Vu les efforts que tu as fait, tu es rémunéré par rapport à ça. Voilà. Effort de conservation. Rôle des forêts de la séquestration du carbone. Donc, on rappelle 80% du carbone stocké de l'habitation dans le sol et tout le reste. On rappelle justement les efforts qu'on fait. Bon, donc, forêt, afforestation. Bon, quand on parle d'afforestation, reforestation, je pense que c'est la reforestation, la forêt, ils sont coupée. Et puis on remet. Afforestation, la forêt ne sait pas. On prend une zone de savane, par exemple, et puis on fait un reboisement. Ça, on est en train d'afforester, à la différence de ça. Amélioration sylvicole, valorisation de la biomasse, y compris les déchets de sillage, et puis émission, valorisation des produits, et tout ça, c'est pas amélioré. Un côté, on parle en amont, c'est-à-dire quand on a encore forêt, on parle de la forestation, par contre les superficies forestières, on parle de reforestation quand il faut reforester, ou boisement, bon. Maintenant, amélioration de la gestion, ça on a vu ça plus haut. Valorisation de la biomasse énergétique, y compris les déchets de sillage. La valorisation, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on coupe un bois, par exemple, généralement, ce qui est utilisé est très peu. Il y a plein de produits conjectés qu'on pourrait valoriser.
Et tout cela, ça concourt à séquestrer un peu plus de carbone. Valorisation des produits, voire matériaux. OK. Mécanisme de développement propre. On dit pour atteindre les objectifs contraignants de réduction des émissions par le protocole de Kyoto, les pays industrialisés historiquement les plus émetteurs, 1. S'engagent à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'intérieur même de leurs frontières par des changements de leur politique industrielle et énergétique, ce qui n'a jamais été fait d'ailleurs. 2. Échanger, vente ou en achetant des permis d'émission avec d'autres pays. C'est plus ou moins le principe de la RED+. Acheter des permis d'émission. Ils continuent de produire, seulement ils financent la restauration des forêts. Bon, c'est un principe un peu bizarre. Financer un projet permettant de réduire les émissions dans les autres pays. Le MDP est comme le principal mécanisme de financement du carbone pouvant concerner les forêts tropicales sur le marché. Il y a eu divergence entre les ONG. Bon, quand on a mis en place le MDP, là, c'était avant que la RED+ ne prenne la relève, il y a eu une divergence parce qu'il était compliqué de suivre, par exemple, tous les investissements qu'on faisait. La possibilité d'impact négatif, oui, parce que généralement, on peut décider de faire des efforts ici. Donc, on ne coupe pas de forêt sur le terrain ici, mais ce qui est fait, c'est un peu comme la politique de l'autruche. Tous ceux qui exploitaient là, faut exploiter ailleurs. Mais c'est le même pays. Quand on considère l'ensemble, c'est un peu comme si on ne faisait pas d'efforts. Donc, dans la RED+, il y a quelque chose qui dit les fuites. C'est-à-dire, quand tu es en train de protéger un élément, il fais attention. Est-ce que la protection que tu émets sur cette forêt ne crée pas d'autres? C'est que tu n'as rien fait. Parce que quand on parle d'environnement, c'est caché de globalisation. Et des problèmes liés au foncier de les pays. Ouais, bon, mon cher, ça c'est. Le problème lié au foncier, on n'a pas besoin de dire, ah, fort. On est en plein dedans. Difficulté de suivi, possibilité d'impact négatif. On est bien dedans. Parce que là, c'est. Hein? Donc, ça fait qu'il y a une divergence au niveau des ONG, avantages, débats, capitalisation, échange de RED+. Voilà comment les conséquences ont fini de déboucher sur la RED+, la capitalisation des échanges de projets restés menacés par. Mécanisme RED+, petit à petit, on est retombé là-dessus. Bon, donc le principe, voilà comment au fil des COP, ça a été progressivement mis en place. On rappelle comment ça a été mis en place jusqu'à avoir. Donc, comme je l'ai dit, l'intégration des textes. Oui, l'intégration des textes, c'est-à-dire, quand on revient ici, par exemple, COP, voilà, on commence là. COP 11, définition du processus de la réduction des émissions dues à la déforestation. Tu vois qu'initialement, c'était la déforestation. Ça, c'était à la COP 11. À la COP 13, prise en compte, outre les activités de lutte contre la déforestation, on arrive maintenant à la dégradation. C'est un terme encore très fou que tout le monde ne peut pas. À Cancun, maintenant, le concept de la réagi en ajoutant le plus pour caractériser la préservation et la gestion durable et le renforcement du stock de carbone. Voilà comment progressivement ça s'est mis en place. Et puis finalement, en 2011, tous les règlements ont été soumis. Quelques données de base, lutte contre la construction. Donc, réduction de la déforestation, de la dégradation, puis conservation des forêts. Augmentation du stock de carbone forestier, gestion durable, ça c'est le plus qui est derrière. Différence entre dégradation et déforestation. Bon, dégradation, on a coupé quelques éléments, déforestation, on a décapé et puis on a remplacé ça par autre chose. Projet forestier sur le marché volontaire. Plusieurs marchés parallèles sur les crédits de carbone peuvent s'échanger. Bon, marché volontaire, de loin le plus important et le plus ancien qui concerne combien de pays? Bon, il y a le Chicago Climate Exchange. Tout ça, c'est des marchés de vente de carbone. C'est-à-dire, si tu veux faire un projet pour réduire le réchauffement climatique, voilà, par exemple, des marchés sur lesquels tu pourrais vendre la différence de carbone séquestrée que tu as eu. Les projets forestiers sur le marché volontaire sont largement majoritaires en comparaison avec ceux éligibles au marché de conformité, MDP. Explication possible. Faible attractivité du MDP, bon, on en avait dit plus tard. Contrairement au marché du MDP, les crédits forestiers peuvent être permanents sur le marché volontaire qui augmente leur attractivité. Il apparaît au final que le financement de carbone a été perçu comme une manne financière importante pour certains gestionnaires. Oui, conséquence, la pratique forestière s'en font trouver significativement marquée avec le développement de la professionnalisation du montage de projets. Oui, en tout cas,
Ça devient très professionnel. Le constat est qu'au niveau des pays développés, comme ils savent qu'il y a beaucoup d'argent dedans, là, par exemple, à la faveur du dernier code forestier, où il est dit clairement que l'État pouvait concéder la gestion de ces espaces-là à certains promoteurs privés. Il y a beaucoup de financiers européens qui viennent prendre en charge certaines forêts classées, ne serait-ce que pour pouvoir capter du carbone. Il y a la forêt de la Haute-Dodo, une forêt classée qui est déjà prise en compte. Il y a la forêt des Rapides Grands, il y a la forêt du Haut-Sassandra. Ces trois forêts, par exemple, je sais qu'il y a des investisseurs étrangers qui y ont déposé leurs balises de terrestres pour pouvoir produire du carbone, même si l'exercice n'est pas facile. Par exemple, le Haut-Sassandra où j'ai particulièrement participé, le nombre de campements qu'il y a à l'intérieur, ça fait faire dans le dos. Comment ces investisseurs vont s'arranger pour mettre toute cette population en dehors? Parce qu'ils ne peuvent même pas envisager même d'être un espace dehors, puisqu'il y a une saturation foncière. Et ils sont pour la plupart étrangers. Comment faire? Bien. Aujourd'hui, la gestion ne peut atteindre dans la mesure où la population ne sont pas associées. Bon, dispositions visant à accroître la participation des populations. Ça aussi, il faudrait que les populations participent. Un rôle. Ça, de l'Oukoumana. Rôle significatif des débats internationaux sur les forêts au nombreux sommets. Agenda 21, notion de participation à politique. Voilà. On dit accès aux ressources, usage, gestion, exclusion. On parlait dans le temps même de gestion participative, mais quand je prends les deux structures de chemins qui gèrent les forêts, que ce soit l'UPR, que ce soit la Sous-Effort, ils ont eu des expériences de gestion participative, mais est-ce que cette gestion a vraiment été participative? Ce serait intéressant sur ces pays-là, ou du moins ces structures, arrivaient à faire le point. Là, ils ont comparé, je crois, trois pays. Donc, tableau illustrant le régime de droit ou différents modes de gouvernance, trois approches. La première, Inde, Mexique et Cameroun. Le mode de gestion conjointe. Quand on parle de conjointe, c'est et la structure qui est venue prendre la concession et la population locale. Gestion communautaire, ça dit carrément l'État peut laisser la gestion là aux communautés locales ou bien, bon, gestion communale, là c'est carrément la commune ou bien la mairie. Je pense que le détail a été donné pour eux. Gestion conjointe des forêts Inde, Mexique, par exemple, gestion conjointe en Inde. On dit qu'il y a la signature du contrat informel entre l'administration et les communautés dépendantes des forêts. Plus tard, signature du contrat. Nouvelle politique forestière avec le lancement du programme de couverture d'une bonne partie du territoire indien concerne divers types de forêts, depuis les forêts exploitées jusqu'aux forêts protégées. Instauration de groupements représentatifs des communautés en charge de la planification et de la gestion. Assurer la protection des zones sensibles et de promouvoir la restauration, décider de la planification. Ici, on parle d'une signature de contrat entre l'administration et puis les communautés dépendantes, de sorte que ces communautés dépendantes ont une forte charge, une forte responsabilité dans la gestion des forêts qui sont sur le lieu. En réalité, c'est quoi? Généralement, quand on prend une forêt puis la gestion devient très complexe, c'est justement parce que la communauté locale ne se sent pas engagée par ce qu'il y a sur place. Je pense que c'est ce qui se présente comme dans les figures chez nous. Parce qu'on voit la gestion de ces forêts-là comme une prérogative dévolue seulement à l'État. Donc, les autochtones ne se sentent pas du tout concernés. À la limite même, ils sont carrément ouverts avec l'administration. Là, c'est gestion conjointe des forêts. Et on dit l'État présenté au sein des comités via l'administration forestière, approbation du plan de gestion, contrôle du bon déroulement des opérations, les communautés locales tirent ainsi le bénéfice de cette association-là à travers deux mécanismes. Un bénéfice direct issu de la collecte et de la commercialisation des produits forestiers non ligneux, une manne financière représentant 50% des bénéfices de vente des produits ligneux distribués pour le fonctionnement des communautés. Voilà par exemple un partenariat entre l'État et les communautés, de sorte que 50% des recettes qui viennent de ces forêts qui sont conservées sont redistribuées. Voilà une façon d'engager la communauté locale. Parce que si vous laissez détruire ces forêts-là, cette manne-là, vous ne l'aurez pas. Voilà, par exemple, quelque chose qui pourrait... Je pense que chez nous, par exemple, que ce soit forêt classée ou parc national, si jamais la Sous-Effort décidait, par exemple, de reverser ne serait-ce que 25% de ce qu'elle a à la communauté qui vit autour, je pense que cette communauté-là serait directement engagée dans la protection de cette forêt. Voilà. Mais comme ils ne se sentent pas engagés,
Bon, au lieu d'être partenaires pour la gestion de cette forêt, vous êtes plutôt un antagoniste. C'est pratiquement des ennemis qui doivent partager le même territoire. Et ça donne ce que ça donne. L'autre exemple, au Mexique, comment ça se fait? La stabilisation du régime foncier et reconnaissance des propriétés des terres aux populations indigènes. Là, même, on leur reconnaît ça. Décision de gestion restait fortement assujettie au contrôle strict de l'État. Décentralisation du pouvoir de l'État vers la communauté. Constitution d'une forêt communautaire par révision. Couverture géographique. 80% des forêts universitaires sont sous contrôle judiciaire légal de deux régimes de gouvernance pour les gestions. Vous avez donné les noms bizarres ici. Possède des propriétés, bon, là c'est juste des exemples. Fonctionnement. L'utilisation des ressources planifiées et gérées par un plan de gestion sous la responsabilité des communautés. Et puis l'État n'a qu'une responsabilité limitée qui consiste à certifier la conformité des plans. Les forêts communautaires, la forêt communautaire est consacrée par la signature d'une convention entre l'administration et la population. Les bénéfices de l'exploitation forestière reviennent entièrement aux communautés. Quand c'est comme ça, c'est un peu comme si c'était les communautés elles-mêmes qui géraient. C'est-à-dire, elles s'auto-gèrent. Je pose toujours ça à ce qui est fait comme gestion chez nous. Toutes les populations autochtones ou locales voient les forêts placées comme une spoliation. Donc, à partir de ce moment, entre en conflit avec la gestion administrative. Ça ne peut jamais rien lui donner de bon. Est-ce que ce n'est pas ce qui est à l'origine du fait qu'on ne peut pas respecter les lois? Il faudrait être suffisamment courageux. On a donné l'exemple du Cameroun également. On dit réforme dans la gestion forestière en formalisant les principes de participation des populations locales. Institutionnalisation des principes de forêt communautaire est considérée comme forêt communautaire toute forêt faisant l'objet d'un acte de classement pour le compte de la commune concernée ou plantée. Couverture géographique, c'est tout simplement. Le fonctionnement, c'est ce qui va nous intéresser. Au niveau du fonctionnement, on dit l'objectif d'exploitation commerciale des forêts classées repose sur la réalisation d'un aménagement technique. Les décisions de gestion d'utilisation des ressources forestières incombent entièrement au conseil communal. Là, au lieu que ce soit les communautés locales, on parle du conseil communal, donc de la commune. Les forêts classées intègrent divers intérêts pour les populations locales concernées. Réunion d'informations avant la classification, prise en compte des usages, des besoins des populations locales. Et c'est ce qui met fin à cette leçon. On a justement comparé ce genre de gestion pour dire que sous d'autres cieux, c'est cette gestion participative, c'est-à-dire qui engage la communauté locale. On a des signatures de contrats, de conventions, de partenariats formels entre l'État qui avait à l'origine la gestion de ces forêts avec les communautés pour les engager beaucoup plus dans la conservation de ces forêts. Et ce genre d'approche, c'est généralement des réussites parce que la communauté se sent véritablement engagée, contrairement à des gestions où la communauté locale est très peu associée, donc se sent antagoniste à tout ce qui est mis en place comme plan de gestion. Et ce qui met fin à la dernière lutte.